Bonjour Manon. Salut Stéphanie. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Hey, bienvenue au public sur place avec nous. Merci d'être ici avec nous ce soir. Merci au Café Colombien de nous recevoir, à nos généreux propriétaires Nancy et Louis, et à Cédric. Oui, Cédric, merci pour le speaker. De nous avoir sauvés. Encore une fois. Donc, aujourd'hui, à l'Unique Podcast, notre petit avertissement qu'on fait à chaque épisode. Donc, bien important, les opinions exprimées et informations partagées dans ce podcast sont les nôtres, ainsi que celles de nos invités, et ne reflètent pas celles de nos employeurs ou partenaires autres. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, nous vous invitons à consulter un professionnel de la santé. Les informations et les opinions partagées dans ce podcast ne remplacent en aucun cas un avis médical et ou professionnel. L'équipe du podcast et ses invités ne peuvent être tenus responsables de l'usage des informations présentées. Certains sujets abordés peuvent être sensibles, alors nous vous encourageons à écouter avec discernement. Bonne écoute. Oui, donc ce soir, c'est un podcast à volet plus éducatif, on peut le dire comme ça. On va recevoir un invité super intéressant, mais l'Unique Podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast avec de l'unicité. On reçoit des gens différents à chaque fois, avec des sujets qui nous touchent, tout le monde. Puis, ce soir, on va se laisser guider par un politologue. Je ne connaissais pas ce terme, donc on va découvrir ensemble cet invité. Steph, je te laisse le présenter. Oui, donc aujourd'hui, on a envie de se poser et de vous poser la question, est-ce que le système est anti-humain? On cherchait un titre un petit peu justement pour essayer d'aller vous chercher un petit peu parler des systèmes. Et pourquoi certains disent que la politique ne répond plus aux attentes? Ici, c'était parce qu'elle ne parle plus qu'à elle-même. Notre invité d'aujourd'hui est un politologue passionné d'histoire et de politique, dont la curiosité intellectuelle et le désir de comprendre les grands enjeux de notre société ont guidé son parcours. Détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences politiques de l'UQAM, il s'est spécialisé en relations internationales et en économie politique. Il a consacré son mémoire de maîtrise à l'étude des crises financières avec l'objectif d'en saisir les mécanismes profonds et les implications sociales. Fort d'une expérience riche au sein de divers instituts et chaires de recherche, notre invité est aujourd'hui enseignant au Collège militaire royal de Saint-Jean. Lors de cet entretien, il nous aidera à mieux comprendre le fonctionnement de nos systèmes publics. Sont-ils réellement à notre service ou avons-nous perdu le contrôle? Nous aborderons également la notion de système autoréférentiel, un concept clé pour mieux cerner la logique de nos institutions contemporaines. Donc, nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Monsieur Philippe Langlois. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer par une question très simple, mais qui es-tu Philippe? Comme l'excellente présentation le présentait, moi je suis, dans le fond, j'ai été passionné d'histoire, effectivement, de sciences politiques depuis toute ma vie. J'ai étudié là-dedans, j'en ai fait ma profession essentiellement. Fait que je suis enseignant et chercheur, surtout en économie. En fait, tout ce qu'on appelle l'économie politique, puis je suis aussi prof au Collège militaire royal de Saint-Jean, donc juste à côté ici. Super. Et un politologue, ça mange quoi en hiver? Le mot est important parce qu'avant, quand je disais que j'étudiais la science politique, les gens me demandaient si j'étais politicien.
Là, il fallait toujours que je réponde, c'est pas parce que j'étudie les insectes que ça me tente d'être un insecte, puis c'est pas parce que j'étudie les politiciens que ça me tente d'être un politicien. Fait que c'est comme pas la personne qui pratique la politique, c'est la personne qui observe puis qui analyse la politique. On en voit souvent à la télévision, à Radio-Canada ou peu importe, là. Dans le fond, c'est rare que quelqu'un va étudier en sciences politiques puis va devenir politicien. C'est pas mon cas, en tout cas. Donc, c'est assez rare que tous nos politiciens, en ce moment, n'ont jamais étudié la politique. La grande majorité d'entre eux, effectivement. Je pense qu'un des seuls auxquels je peux penser, c'est Stephen Harper. OK, qui lui avait étudié en sciences politiques. Il y en a quelques autres, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est des hommes d'affaires, comme notre nouveau premier ministre canadien, ou des avocats. Ça couvre déjà 80% des politiciens, c'est hommes d'affaires ou avocats. OK. Puis, c'était quoi ton... Tu sais, mettons, on repense à la question que Manon a posée un peu plus tôt. Philippe, jeune enfant, au début, c'était quoi? Parce que là, on a l'économie, on a la politique, on a l'histoire. C'était quoi le premier point d'intérêt, en fait? Au début, je tripais sur l'histoire. Je pense que c'est parce que je suis tombé sur un livre sur l'Égypte ancienne, là. Puis j'avais comme 5 ans, puis je capotais là-dessus. Puis là, après ça, je voulais toujours en savoir plus. Puis là, après ça, mes parents m'achetaient des livres, puis je faisais juste lire sans arrêt. Il fallait qu'ils me chicanent pour que j'arrête de lire. Fait que c'est comme c'était vraiment naturel. Je voyais pas qu'est-ce que j'aurais fait d'autre de toute façon, parce que quand j'ai compris que je pouvais faire une carrière avec ça, j'étais comme yes, ce sera pas juste un hobby. Fait que j'ai fait ça pas mal toute ma vie, mais ça a vraiment commencé avec les vieilles choses. OK, qu'est-ce qui te passionnait de comprendre en fait le fonctionnement justement des systèmes à travers justement l'histoire, dans les différentes cultures, dans les différents pays? Qu'est-ce qui attirait ton attention? Est-ce que tu avais besoin, t'étais un enfant qui avait besoin de comprendre puis qui se posait beaucoup de questions? Exactement. Au début, c'était juste vraiment par pur intérêt. Puis éventuellement, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me rendais compte que il y a tellement, quand tu étudies l'histoire et la politique, tu vois des sociétés complètement différentes l'une de l'autre. Pourtant, c'est tous des êtres humains. Mais les êtres humains, selon la façon dont ils s'organisent, ça donne des choses complètement différentes. Fait que ça me fascinait, parce que c'est tous des êtres humains, mais ça donne des trucs. Même le même peuple peut s'organiser d'une façon, puis 200 ans plus tard, il va s'organiser d'une complète autre façon. Fait qu'il y a comme quelque chose dans l'être humain, tout ce dont ils sont capables de faire, toute la palette de comment les êtres humains peuvent s'organiser, peuvent penser. Quand tu étudies ça, tu vois à quel point aussi, dans la société dans laquelle tu vis, tu es toujours dans une société, tu es toujours dans une idée très spécifique. Tu sais, quand tu étudies l'histoire, tu sais que les êtres humains peuvent penser complètement différemment, puis s'organiser complètement différemment de comment ta société s'organise. Alors que la plupart du temps, quand on n'écoute pas l'histoire, on a l'impression que notre société, c'est comme naturel, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, puis on se pose pas d'autres questions. Puis après ça, quand tu étudies l'histoire, tu te dis non, c'est super, dans le fond, c'est peut-être même super bizarre de la façon dont nous on fonctionne, c'est très spécifique, c'est un peu arbitraire, puis ça pourrait être complètement différent. Fait que tu vois vraiment, t'apprends vraiment en fait à comprendre les êtres humains à travers ça. As-tu regardé aussi dans ton apprentissage un peu nos origines à nous? Que tu veux dire en tant que... Le peuple québécois, okay, le peuple mettons québécois. le François et tout ça, moi j'en sais très peu, là. Je dois avouer que moi, l'histoire plus jeune, les professeurs, c'était souvent plus endormant. Jusqu'à une fois, par contre, au cégep, où j'ai eu quelqu'un là qui montait ses pupitres, puis là, lui, il était donc non, mais lui, t'avais le goût de l'écouter. Mais les autres, des fois, ça allait trop en longueur. Fait que je connais pas tant... l'histoire comme telle. On fête la Saint-Jean, mais pourquoi qu'on fête la Saint-Jean, finalement? C'est une bonne question. Puis en plus, c'est pas ma spécialité, en plus, l'histoire québécoise. Je commence à m'y réintéresser, en fait. Mais au début, je sais pas, je trouvais que c'était comme plate. C'était pas exotique, on dirait. Fait que je l'étudiais pas beaucoup. Mais là, je pense qu'il y a un renouveau de gens qui se reconcentrent sur l'histoire plus locale ici du Québec, entre autres, puis qui découvrent, c'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est devenu ce qu'on est devenu. On est-tu un peu patriotique, nous?
Ben, Ou pas du tout? On est plus que d'autres, mais beaucoup moins que certains, disons. OK. Puis je pense qu'il y a un renouveau aussi patriotique un peu au Québec là, qui revient après, tu sais, moi ça fait 25-30 ans depuis le référendum de 1995 que le patriotisme au Québec, ça plante, là. Là, il y a comme un retour. Fait que s'il y en a qui veulent investir leurs sous politiquement, le nationalisme québécois, c'est un bon investissement politique, on va dire, pour l'instant. On prend des notes. Politologue, il y a le terme système autoréférentiel qui est sorti beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Hein? C'est Parce le que sens j'ai un fouillé, peu... là. ChatGPT m'a donné des... Mais... Il va te donner toutes sortes d'affaires, ChatGPT. Hein? Moi, je suis pas sûre que j'ai bien compris. Fait que... J'essaie de chicaner mes étudiants quand ils utilisent trop ChatGPT parce que ça paraît tout le temps de toute façon. Système autoréférentiel, on avait décidé, Stéphanie puis moi, que pour la présentation ce soir, on allait parler surtout de ça. Là, évidemment, tu dis système autoréférentiel, puis les gens sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Exactement. Puis ma job aujourd'hui, j'espère que je vais correctement la faire, ça va être un peu d'expliquer ça, puis aussi d'essayer de faire de faire comprendre que c'est vraiment utile pour comprendre le monde dans lequel on vit. Parce qu'on nage dans les systèmes autoréférentiels, c'est juste qu'on n'est pas vraiment au courant ou qu'on s'en rend pas compte. Mais tu sais, pour commencer, je dirais que les citoyens en général, en 2025, tu leur dis le système nous écrase. La plupart des gens vont être d'accord avec ça. Tout le monde va avoir une espèce de conception plus ou moins floue de c'est quoi le système. Ils vont avoir leur propre conception, mais tout le monde est capable de voir que quand, disons, tu renouvelles ton permis de conduire à la SAC, puis que là, tu appelles au téléphone, puis les 4 premiers appels, ils disent « il y a trop de gens en ligne ». Bye. Là, finalement, tu rappelles une 5e fois, puis là, ils disent votre appel est important pour nous, pesez, pressez 7. Puis là, après ça, tu presses 7, puis là, ils disent votre appel est important pour nous, pesez 5. Puis là, après ça, tu pèses 5. Puis là, à un moment donné, tu essayes de parler à un être humain, tu n'es pas capable, tu te retrouves dans un endroit par rapport du téléphone, tu raccroches, tu rappelles une 6e fois. Puis là, finalement, après 45 minutes de temps avec la musique d'ascenseur, tu finis par parler à un être humain qui te dit « Ah ouais, mais il faut que tu ailles le formulaire ZB pour pouvoir renouveler ton permis. Puis là, pour avoir le formulaire ZB, il faut que tu ailles un permis en règle. Puis là, il faut que tu ailles chercher ta... » etc. C'est les 12 travaux d'Astérix, finalement. Hein? Guichet 2, ticket bleu, 2e étage, dernière la porte à maison gauche. des fous. En fait, un système autoréférentiel, c'est la maison des fous d'Astérix. C'est exactement ça. Là, je comprends. Je l'avais, je me souviens plus en quelque part, Maison des Fous Astérix dans mon, dans mes notes. C'est a priori, tu sais, l'impression qu'on a quand on deal avec ça, c'est des systèmes qui sont vraiment froids, qui sont automatisés, même s'il y a des êtres humains dedans. C'est pas nécessairement que tu parles juste à un téléphone. Même s'il y a des êtres humains à l'intérieur, tu parles à ces gens-là, puis même s'ils sont polis puis respectueux, ils sont comme dans leur tâche, dans leur rôle bureaucratique. C'est un texte appris, hein. Exactement. Ils ont comme la possibilité A, B, puis C, puis ils connaissent rien d'autre. Puis même si la personne elle veut t'aider, elle doit suivre une démarche bureaucratique. Habituellement, dans ces systèmes-là, il y a beaucoup pose pas une question qui est pas dans la réponse. Parce que Exactement. Mais ça, c'est une expérience qu'on a qui est super commune à la grande majorité de la population, et au Québec et à travers la planète. Mais c'est pas quelque chose qui existait il y a 250 ans. Il y a personne qui aurait jamais eu cette expérience. Il y avait d'autres expériences désagréables comme mourir de la peste, mais il n'y avait pas l'expérience de se faire dire t'as besoin du formulaire ZB avant de pouvoir avoir ton renouvellement, puis pour ça il te faut le formulaire rose, puis il faut que tu ailles parler à mon collègue dans une autre ville. Donc, il y avait ce que tu dis, c'est qu'il y a 250 ans, il n'y avait pas toute cette bureaucratie-là. Ça n'existait pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas... Pourquoi c'est arrivé? Qui a inventé ça? Pour qu'on puisse blâmer cette personne-là d'avoir inventé ça. Mais le pire, c'est que ça fait un peu partie de l'idée du concept, c'est qu'il y a pas vraiment personne qui a
inventé ça en tant que tel, ça s'est comme développé par soi-même. Parce que si on regarde la définition système autoréférentiel, ça a l'air compliqué, mais tout ce que ça veut dire, c'est un système qui se réfère à lui-même. Puis le concept de base, puis on va développer ça, mais le concept de base, dans le fond, c'est que c'est un système qui est supposé servir les humains, puis qui a été théoriquement développé pour ça. S'il y a une SAC, c'est parce qu'on a besoin de permis de conduire. S'il y a un système de santé, c'est parce qu'on a besoin de se faire guérir, etc. Puis s'il y a eu une armée, ben c'est parce qu'on a besoin de se défendre. Mais ces systèmes-là finissent par se déconnecter de leur tâche principale, qui est de servir les besoins humains, puis ils finissent par se servir eux-mêmes, par s'auto-référer, se référer à eux-mêmes, puis finalement, ils finissent par se référer à leur propre logique, à leurs propres besoins, puis ça devient de plus en plus éloigné de servir les besoins humains. Ça veut pas dire que genre le système de santé peut pas guérir personne, c'est pas vrai, mais n'importe qui a un peu d'expérience dans le système de santé sait que c'est quand même pas mal compliqué des fois. D'autres fois, tu as vraiment juste l'impression d'être en train d'affronter un monstre bureaucratique, puis c'est ce que c'est, dans le fond, un monstre bureaucratique. Fait que c'est pour démontrer que, dans le fond, ce concept-là a l'air funky, mais en réalité, c'est vraiment utile pour comprendre le monde dans lequel on vit, puis encore une fois, c'est que ça n'existait pas avant. Tu aurais parlé de ça à un paysan. J'aurais envie de dire aussi, c'est un système qui crée de l'emploi. Parce que... Ben, en fait, c'est que c'est un système qui crée sa propre, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est un système qui crée sa propre bureaucratie, puis qu'à un moment donné, il invente des nouveaux postes bureaucratiques. Puis là, je parle pas juste de l'État aussi, ça va être important. Je parle, c'est pas juste l'État, c'est un peu tout ce qui est gros dans notre société qui fonctionne comme ça. Évidemment, un petit restaurant qui est tenu par un ou deux propriétaires va pas se gérer de cette façon-là, mais plus vous tombez dans des organisations de taille quand même assez importante qui gèrent nos vies, plus on tombe dans des systèmes qui s'auto-réfèrent, puis plus on tombe dans des systèmes qu'en fait, on essaie d'interagir avec ça, puis on est comme on dirait que je suis en train d'interagir avec un robot qui m'aime pas, puis qui s'en fiche de moi. Puis, ben, dans la réalité, c'est ça que je vais essayer de démontrer, c'est que c'est ça que c'est. C'est rassurant. Je suis pas là pour être rassurant, moi, des fois. A priori, je suis là pour... Sera ma job. Mais on va essayer de rester malgré tout, ça se veut quand même éducatif parce que c'est important, je pense, de comprendre justement ce qu'il y a autour de nous, puis les systèmes dans lesquels on vit. Puis en tout cas, vers la fin, on essaiera de trouver comment qu'on peut faire pour s'en sortir d'une certaine façon. Mais justement, tu sais, dans des exemples qu'on a là, de systèmes qui sont présents dans nos vies, c'est peut-être pour des gens qui veulent avoir des trucs plus concrets. Tu as parlé justement de la maison d'Astérix et tout ça, mais tu sais, quelque chose du quotidien qu'on vit, puis que finalement on se pose pas de questions, puis on dit ben c'est ça, c'est comme ça. Ben c'est presque tout en fait quand on fait nos impôts. Moi, je vous donne un exemple. Je suis dans la fonction publique fédérale. J'ai fait 3 ou 4 formations en ligne sur gérer des produits chimiques dangereux. Mais il y a pas une seule seconde où je gère des produits chimiques dangereux. C'est juste que ça arrive. Puis il y a personne qui sait d'où ça vient. Il y a personne qui sait pourquoi je dois faire ça. Mon superviseur le sait pas. Son patron le sait pas. Ils savent pas qui l'a envoyé. Ils savent pas qui l'a fait. Puis ils me disent, si tu le fais pas, il va y avoir une note à ton dossier. Il faut que tu le fasses. Donc, moi, je Puis la note, dans le fond, elle sert à rien, elle non plus, parce qu'il y a personne qui sait pourquoi tu as une note au final. Puis au final, je suis supposé apprendre comment gérer des produits chimiques, mais demandez-moi pas, même si j'ai fait 4 fois la formation, demandez-moi pas de gérer des produits chimiques ici, c'est vraiment pas mon truc, je saurais pas plus comment, là. Donc, tu sais, on pourrait répéter les exemples de bureaucratie qui sont comme un peu insensés, on est comme, ben, t'es supposé donner tel résultat, mais c'est pas, tu sais, je suis supposé être guéri à la fin de mon passage dans le système de santé. Puis, il y a 35% des gens qui sont comme plus maganés ou qui ont attendu un temps infini ou qu'ils se sont fait rebondir d'un hôpital à l'autre, puis d'un médecin à l'autre, puis d'une bureaucratie à l'autre. Puis il y a comme, derrière voir des médecins, il y a comme toute une couche de bureaucratie qu'on comprend pas. Mais est-ce que tu dirais justement que les ordres, peu importe lesquels, font partie
d'un système. Ils disent normalement pour protéger les citoyens, mais au final, avec toute la bureaucratie qui vient avec, à protéger. C'est-tu vraiment ça l'objectif? Ben ça, c'est un très bon exemple parce que les ordres professionnels, effectivement, officiellement, c'est pour protéger les citoyens, mais la réalité, c'est que c'est pour protéger les intérêts non seulement du groupe professionnel, mais même pas du groupe professionnel. Souvent, des bureaucrates et des gestionnaires de ce groupe professionnel-là, qui souvent sont en lien avec l'État, qui en fait, lui, veut juste utiliser les ordres pour modeler, parce que je connais plusieurs psychologues qui peuvent m'en parler dans long et en large, là. Souvent, le gouvernement veut utiliser les ordres pour modeler la profession telle qu'il le souhaite. Et non pas telle que les, mettons, psychologues ou psychoéducateurs ou n'importe quel ordre professionnel, dans le fond. Eux voudraient que ça fonctionne pour le bien des usagers ou des clients ou des patients ou peu importe comment on les appelle. Le fait qu'on a passé de patient à usager à client, d'ailleurs, c'est assez révélateur. Et ouais. Puis c'est pas un hasard, hein. Le comité des usagers. Oui. Puis, dans le fond, ces ordres-là, souvent, ils se font dire par le gouvernement, ben c'est comme ça que tu fais, puis c'est ça que tu fais, puis si tu vois un psychologue qui fait pas ça, tu le chicanes. Donc, au final, si le psychologue fait quelque chose qui entre pas dans son code de déontologie, il va se faire chicaner, même si c'est super bon pour l'usager, les usagers. Donc ça, c'est un autre bon exemple de système. Même s'il y aurait du progrès, puis que la personne aujourd'hui, elle va vraiment bien. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est de respecter les procédures bureaucratiques dans ce type de système-là. Puis pourquoi on continue à rester dans ces systèmes-là et à encourager ça? Ça, c'est une bonne question. Ben, je veux dire, si on continue notre définition, justement, des systèmes, on va en profondeur. Je sais ben, pourquoi. C'est parce que tous ces systèmes-là représentent, dès qu'une organisation devient assez grosse, puis là, j'essaie d'expliquer pourquoi, mais elle se met automatiquement à fonctionner de cette façon-là. Donc déjà, faut remarquer genre que c'est pas naturel d'avoir des systèmes comme ceux-là, même si ça nous semble être naturel. Ça nous semble être naturel que pour faire une démarche, faut comme attendre 3 heures au téléphone, ou faut que tout le temps que ce soit compliqué, faut des bureaucrates, des gestionnaires partout. On s'est conditionné à ça, hein? C'est comme ça. Oui. C'est correct, c'est normal. Puis, ça va prendre 3 heures, mais bon, on est habitué. Puis vu que c'est l'ensemble de la société, changer l'ensemble de la société, c'est assez compliqué. Merci. Tu sais, c'est super difficile de renverser une règle qui n'a pas d'allure dans une petite ville. Fait qu'imagine renverser tout ça, ça devient assez difficile, merci. OK. Fait que si on revient de pourquoi qu'on se conforte là-dedans, c'est par crainte d'affronter le changement, ou justement le système va nous dire non, tu changes rien, puis il va nous débarquer. Tout est organisé pour que le système ne change pas, parce que justement ce système-là, lui, il veut se garder en place. Il y a des intérêts évidemment qui sont inféodés là-dedans, mais c'est un système qui veut se garder en place, qui veut garder ses intérêts. Puis il n'y a pas intérêt à ce qu'on dise on renverse ce système-là. Tout système veut se reproduire puis vivre plus longtemps. Donc, il y a pas un seul système qui a intérêt à dire, OK, oui, on fait des énormes changements pour écouter vos besoins humains. Mais qui se cache derrière ces systèmes-là? Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours une élite bureaucratique derrière ces systèmes-là. Mais, le truc, c'est que même ces élites-là sont plus les servants du système. C'est que ce qui est un peu magique là, dans cette histoire-là, c'est que derrière cette idée de système autoréférentiel, c'est que ce qui se cache derrière, c'est le système. C'est que c'est lui, c'est pour ça que je dis que c'est anti-humain. Parce que c'est pas juste des humains qui exploitent d'autres humains comme un empire avant, c'est que c'est un système qui exploite tous les humains. C'est pas la même chose. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment, plus on fouille, plus on se rend compte que, mettons, la bureaucratie, ça appartient pas vraiment à personne. Il n'y a pas personne qui comprend vraiment la bureaucratie, mettons, fédérale ou provinciale. C'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque. Il y a des gens qui sont plus importants, qui prennent des décisions. Mais ces gens-là, s'ils prennent des décisions contre le système, ils se font slacker dehors. Ouais. Puis ils prennent quelqu'un d'autre. Fait qu'en fait, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le système lui-même.
C'est justement ça, c'est qu'ils s'auto-réfèrent au point où même les gens haut placés dans le système, s'ils font pas exactement ce qu'on attend d'eux, ciao, bye, puis on en prend un autre. Puis il y en a toujours d'autres qui sont prêts à attendre. Fait que c'est pas même des hauts gestionnaires, puis moi j'en ai rencontré, c'est aussi quelque chose de vraiment concret là, j'en ai rencontré, puis ils maîtrisent pas tant que ça la bureaucratie dans laquelle ils participent. Même les ministres, même les sous-ministres, ils ont un certain pouvoir, mais pas tant que ça. Puis s'ils se mettent à vouloir trop changer les choses, c'est ciao bye. Ouais. De toute façon, c'est que les gens qui veulent changer les choses, ils se rendent pas à ces postes-là. Parce que c'est des systèmes aussi, c'est des très hiérarchiques, où est-ce que pour monter, il faut que tu acceptes les règles du jeu. Fait que tu deviens, plus tu montes en général, plus tu trouves des gens qui sont conformistes. C'est pas universel, mais c'est une forte tendance qu'on peut observer. Je sais pas si c'est moi, mais on parle de ça, puis on dirait que je sens la révolte en moi. C'est parfait, c'est normal. OK. Mais les systèmes, là, on ramenait ça un peu à la politique, mais le bénéfice de conserver ça, ce genre de système-là, si jadis, dans l'histoire, on se débrouillait sans, pourquoi aujourd'hui on pourrait pas faire encore que ça soit comme ça? Ben déjà, comme il y a toute une classe de gens qui bénéficient de ça pour leur carrière, pour leur poste, pour leur revenu, pour leur pouvoir, etc. Donc ces gens-là n'ont pas intérêt, puis ces gens-là sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Nécessairement, sont dans des systèmes qui décident pour nous. Donc, ils ont plus de pouvoir. Mais en plus, c'est que, ben, comme je le disais tout à l'heure, on tolère ça parce qu'on connaît rien d'autre, parce que changer la société, c'est immensément difficile. Moi, en général, je suis plutôt optimiste, mais faut que ce soit basé sur la réalité. L'optimisme, c'est bien beau de dire on va tout changer ça, mais c'est assez difficile. Je veux dire, historiquement, on voit, mettons, juste au Québec, pour faire changer le gouvernement d'avis sur même quelque chose de relativement mineur, ça prend des efforts gigantesques, puis en général, ça marche pas. Je donne un exemple, mettons le dépotoir qu'ils veulent faire à Blainville. La ville est contre, la mairesse est contre, les citoyens sont contre, la plupart des médias sont quand même assez critiques de ça, puis ils sont partis pour le faire quand même. Parce que il n'y a pas de logique. Ils parlent on va être environnementaliste, mais on va faire venir des déchets des États-Unis, super dangereux pour les faire, pour les enterrer à côté d'un quartier résidentiel. Puis c'est juste, c'est comme ça. Puis on a beau être contre, ils vont faire des manifestations, etc. Si le gouvernement décide de le faire, il va le faire quand même. Il va y avoir des clôtures, il va y avoir des gens, puis des gardes, puis ça va être tout. Donc, il faut vraiment voir à quel point ça se ferme. C'est l'idée d'un système qui se ferme complètement, puis qui aspire l'énergie humaine, mais qui se laisse pas influencer par les humains. Puis on s'éloigne de la démocratie. Ça peut mal fonctionner avec une démocratie, exactement. Un système comme celui-là. Là. Mais si vous voulez, j'avais préparé un petit historique Absolument. Je voulais parce que pour voir d'où ça vient, ça aide à comprendre qu'est-ce que c'est en fait là. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Mais essentiellement, comme je l'ai dit, il y a 250 ans, il y a personne qui aurait compris de quoi qu'on parle. Il y a personne ou très peu de gens auraient comme saisi. Vous êtes perdu contre la bureaucratie, vous voulez vous faire servir, mais là vous vous faites envoyer il y aurait parce que ça n'aurait pas été dans leur expérience. Ils n'auraient rien compris. Puis même, je dis 250 ans, mais moi, mes arrière-grands-parents, ils n'auraient pas vraiment connu quelque chose comme ça, ou très peu. Donc, c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Puis en fait, ça apparaît en même temps que la révolution industrielle. Puis, qui est comme un des plus gros changements qu'il y a jamais eu dans l'histoire, mais vite, à ce moment-là, ce qu'on voit apparaître, c'est, on pense souvent au niveau technologique, là, la machine à vapeur, on se met à fabriquer des choses, c'est vraiment l'industrie qui arrive, etc. Mais c'était aussi un changement plus qualitatif, au sens où la façon de percevoir l'économie change complètement. C'est-à-dire que avant l'économie, puis là, c'est ce que il y a un philosophe, le grand philosophe Aristote décrivait ça là, de deux tendances différentes. La première, c'est ce qu'il appelait l'économie, c'est ce qu'on connaît, mettons, on va dire
le mode plus ancien de l'économie, c'était de viser la production d'objets matériels, mais pour le bien-être de la collectivité et des êtres humains. Puis ça se faisait vraiment rattacher à une série de règles, de morale ou de codes religieux. Tu faisais pas juste de l'économie pour l'économie. Tout ce que tu faisais avait toujours un sens selon soit des croyances religieuses ou une morale ou puis c'était souvent dans des relations très directes. Tu sais, tu rencontres le forgeron qui va faire tes outils. Tu as un contact direct avec le gars qui fait tes souliers. Celui qui fait tes souliers, il n'est pas un employé de quelqu'un, c'est lui qui fait ses souliers, c'est lui qui les vend, etc. Là, je fais ça grosso modo, il faut pas non plus idéaliser, là. Tu avais de l'esclavage, tu avais toutes sortes d'horreurs, mais pour la plupart des gens, l'économie, ça revenait à ça. Puis Aristote, il oppose ce qu'il appelle l'économie à un terme qu'il appelle, bon, c'est un terme grec, là, on n'est pas obligé de s'en retenir, là, mais la crématistique. Puis la crématistique, en fait, c'est lui, il critique ça, parce que lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a des gens, mettons, à Athènes, où est-ce qu'ils vivaient, que eux, ils s'en fichent un peu de le bien-être de la collectivité, puis la richesse et tout, au sens vraiment plus humain. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est accumuler de l'argent, l'avare. Celui qui veut tout le temps accumuler plus d'argent, qui veut juste vendre plus de choses, ça a toujours existé, des gens comme ça. C'est pas quelque chose de nouveau. La preuve, c'est qu'en 300 avant Jésus-Christ, Aristote les voyait, puis il disait, ces gens-là, ils sont comme un peu inhumains, ils s'en fichent un peu, en fait, de la collectivité, ils sont comme un peu obsédés par l'argent. C'est même aux dépens de leur propre bonheur, souvent, parce qu'ils vont même pas dépenser leur argent, ils veulent juste toujours plus d'argent. Fait qu'ils remarquent que ça existe, mais les gens qui sont comme ça, qui courent après l'argent sans arrêt, ça restait une minorité de gens, puis l'économie se formait pas, ça se structurait pas autour de accumuler le plus d'argent possible. Mais à partir de la révolution industrielle, pour toutes sortes de raisons qu'on va passer vite là-dessus, mais à partir de la révolution industrielle, l'idée que l'économie, ça sert à faire vraiment beaucoup d'argent, puis que t'en as jamais assez, puis il t'en faut toujours plus, puis il faut toujours que tu aies plus de profit, puis toujours que tu aies plus de croissance économique, puis toujours plus d'argent, etc., ça devient vraiment dominant. C'est comme ça à partir de 1800 quelques, là. C'est comme ça vraiment que ça se fait l'économie, ce qu'on appelle l'économie de marché ou l'économie de masse. Puis il y a même l'idée chez les penseurs à l'époque de l'homo economicus. Fait qu'eux, ce qu'ils disent, c'est l'homme vraiment, là, ils disaient l'homme dans ce temps-là, pas l'être humain. L'homme, l'homo economicus, c'est l'acteur économique typique. Il est rationnel, il est froid, il est calculateur, puis tout ce qu'il vise, c'est le profit. Fait que eux, les premiers économistes s'imaginent que tout le monde est de même. Puis que ça, c'est naturel chez les êtres humains, puis que c'est comme ça que ça doit marcher, puis que c'est parfaitement correct si tout le monde dans la société fait juste penser à son propre intérêt personnel, à son propre intérêt très égoïste et très calculateur, puis vraiment calcul, là, il n'y a pas de don, là, il n'y a pas d'échange sans regarder en retour, tout est transactionnel, tout est... Puis la société à l'époque se met à valoriser ça vraiment beaucoup. Fait que les gens qui gagnent au jeu économique à partir de la révolution industrielle, c'est des gens qui sont comme ça, qui sont, tu sais, vraiment impitoyables. Je veux de l'argent dans la vie, c'est juste ça que je veux faire, c'est juste ça. Tout le reste est comme secondaire. Pratiquement pour eux, leurs enfants, c'est un investissement, mais vraiment au terme. Tu sais, ils calculent combien d'enfants j'ai besoin pour comme investir, puis là, il y en a qui vont m'en rapporter, etc. Donc, tout devient vraiment là une transaction. Mais c'est comme implanter une idéologie, à la limite. C'est une idéologie, mais comme qui a fait le tour quand même. Oui. Mais comme n'importe quelle idéologie, ça se présente comme si c'était naturel. Comme si tous les êtres humains, toute idéologie la plupart des idéologies veulent se présenter juste comme ça, c'est la façon naturelle de fonctionner. Fait qu'à l'époque, c'est évident que c'est une idéologie, les êtres humains sont pas réellement comme l'homo economicus, calculateur, sinon il y aurait personne qui serait ici, parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. Les êtres humains sont pas comme ça,
comme ils le décrivaient, mais à l'époque, puis c'est vraiment spécial, là, ça a l'air niaiseux, mais les auteurs à l'époque, ils décrivent vraiment l'être humain comme ça. Et c'est vraiment, ça devient idéologique, mais eux présentent ça comme non, nous, c'est naturel. C'est comme ça que l'être humain est, faut juste accepter, c'est transactionnel, c'est égoïste, c'est calculateur, c'est froid. Donc, une minorité pensait de cette façon-là et ils ont étalé ça à la majorité en leur faisant croire que c'était comme ça. Exactement. Et là, qu'est-ce qui arrive? Toute la vie économique pendant la révolution industrielle, toute la vie économique devient centrée sur accumuler le plus de profits possible, expansion continue. Si tu as une business, faut qu'elle devienne plus grosse l'année prochaine, faut qu'elle devienne plus grosse l'année d'après. L'idée qu'il faut tout le temps une croissance économique. Même si ça va juste bien, non, faut que ça aille plus. Exact. Ça existait avant, ça. Tu pouvais juste avoir une business, ça allait bien, puis tu étais content. Tu faisais ta vie tranquille, tout allait bien. Puis évidemment, c'est toujours plus vrai, plus on monte, plus les organisations sont grosses. Fait que tu pourrais très bien avoir un petit business qui cherche pas à accumuler sans arrêt, puis à écraser ses compétiteurs, puis à écraser ses voisins, mais c'est pas eux qui deviennent gros. Ceux qui deviennent gros, c'est ceux justement qui suivent la logique de j'accumule, expansion, puis je suis mais vraiment comme impitoyable en affaires. Puis quand tu regardes la vie des gens qui sont devenus immensément riches à cette époque-là, c'était des gens... C'est vraiment ça. C'est des psychopathes, là. En fait, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire que tu respectes les lois du marché et les transactions. C'est important. Pour eux, si tu signes un contrat, tu dois le respecter. Mais il n'y a plus vraiment d'humanité, en fait. Fait que là, ce qui arrive, en fait, c'est que idéologiquement, on prend l'être humain qui est super complexe, qu'il y a plein de choses qui se passent là-dedans dans l'être humain, puis là, on sort la partie calculatrice froide que la plupart des êtres humains ont, mais qui est insérée dans plein d'autres aspects de nous. Puis là, on la sort, puis on dit c'est juste ça qui compte. Tout le reste, on s'en fout, c'est pour... Tu sais, sois gentil avec tes enfants, mais en affaires, dans la vie sociale, dans la vie économique, il y a juste l'égoïsme puis le froid calcul qui compte. Le reste, ça n'a pas d'importance. Fait que là, évidemment, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un système qui fonctionne de plus en plus comme ça. Puis où est-ce que les joueurs économiques qui fonctionnent pas comme ça, ils se font sortir dehors? Puis ce qui arrive, en fait, pendant la révolution industrielle, c'est que ceux qui réussissent, leur business devient plus grosse, puis de plus en plus gros. Puis là, en fait, ils deviennent des firmes où est-ce qu'à un certain point, quand tu as 5 franchises, puis que tu as des chemins de fer, puis que ça devient un énorme système. Ou que même le propriétaire originel de la business, il est plus capable de gérer là dans les détails. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Il doit engager des gestionnaires professionnels. Il doit engager éventuellement des centaines d'employés, des bureaucrates, des spécialistes pour la comptabilité, des spécialistes pour ça, celui qui va gérer mes relations politiques, celui qui va faire ci, celui qui va faire ça. Ça prend la secrétaire puis l'adjointe puis Exactement, ça te prend tout l'aspect administratif, l'aspect gestionnaire, l'aspect ci, l'aspect ça. Puis éventuellement, ces firmes-là deviennent tellement grosses qu'en fait, il y a même plus une personne qui est propriétaire. Puis c'est l'origine de la propriété qu'on appelle par action, où est-ce que tu achètes des actions d'une compagnie. Fait que là, à ce moment-là, tu as des propriétaires qui ont juste des fractions de l'organisation. Il n'y a plus vraiment un propriétaire qui décide. Il y a un conseil d'administration, mais eux autres, ils suivent les propriétaires, mais les propriétaires, ils suivent un peu le conseil d'administration. Fait que tu as de plus en plus un système qu'il n'y a pas un seul être humain qui contrôle. Mais ça, c'était presque jamais arrivé avant. Il y a des cas historiques un peu, mais normalement, quand tu avais une grosse organisation, tu avais toujours un propriétaire. Ça pouvait être le roi d'un royaume, ça pourrait être le directeur d'une compagnie. C'est lui qui décidait, c'était sa business, puis sa business devenait vraiment une espèce de prolongement de sa personnalité. Mais là, avec ça, c'est que tu as des systèmes, ça c'est super important, où est-ce que il n'y a plus vraiment d'être humain qui gère ça. Ça devient de plus en plus le système qui se met à gérer les êtres humains qu'il y a dedans. De là, la bureaucratie qui gère. Exactement. Au final. C'est là qu'on s'en va. Fait que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que t'as deux coupures, dans le fond. T'as la première qui dit les êtres humains sont froids, rationnels, calculateurs, ils veulent juste du cash. Fait que là, déjà, n'importe qui, on le sait que les êtres humains sont pas comme ça. Mais là, ils nous ont fabriqués comme ça. Puis là, ensuite, ceux qui suivent ce modèle-là,
ils deviennent tellement gros que leur business est trop grosse pour qu'eux-mêmes puissent la gérer seuls. Fait que ça devient un système qui fonctionne de plus en plus séparément de n'importe quel individu. Fait qu'à un certain point, tu sais, quand tu prends, mettons, les premières grandes compagnies ferroviaires, ils peuvent avoir des centaines de propriétaires. Il y a des adjoints partout. Il y a de la bureaucratie partout. Il y a des spécialistes, il y a un conseil, il y a un conseil d'administration, puis il y a un président du conseil d'administration, mais en même temps, il suit la bureaucratie le suit. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, mais c'est qui? C'est qui le boss? C'est qui le boss? Puis c'est là que tu te rends compte, ben en fait, le boss, c'est le système. Puis n'importe qui... On ne voit jamais le boss. Non, c'est ça. Ouais. Ben, c'est qu'il y en a pas. Il y a des boss, oui, dans le sens qu'il y a des supérieurs, mais il n'y a pas la personne qui décide. C'est pour ça que quand tu disais c'est qui est derrière ça, c'est le système. Puis ça devient, puis ces systèmes-là en plus aussi, c'est que si un être humain peut se faire croire qu'il est très transactionnel et tout, au final, ça demeure un être humain. À moins d'être psychopathe, la plupart des êtres humains ont comme une morale, puis ont des émotions, puis tout le kit. Mais ces systèmes-là qui deviennent, tu sais, une grande firme, c'est légalement considéré comme une personne morale, mais c'est ni une personne, puis c'est ni morale. C'est juste une entité juridique autonome, mais ces systèmes-là, ils ont pas d'émotion humaine. Non, c'est ça. Fait que là, tu te mets à voir les joueurs deviennent non plus des individus, mais des systèmes, puis ça devient des systèmes qui peuvent pas. Eux, ils peuvent pas avoir d'émotion, ils peuvent pas avoir, ils ont pas tout l'autre aspect. Eux, tout ce qu'ils incarnent, c'est le transactionnel, le froid, la poursuite de l'argent, l'expansion, puis c'est des organisations, ils ont pas tu peux pas leur demander, tu peux pas demander à Microsoft d'être humain. Ils peuvent faire semblant, mais ils peuvent pas l'être parce que c'est une organisation. Ouais. Ben, ils sont exécutants. Exactement. C'est des exécutants, en fait. Puis moi, ce qui me fascine un peu dans ça, c'est quand on parlait d'idéologie tantôt, du fait qu'ils ont réussi quand même à faire croire aux gens que c'était ça, l'avenir. Puis là, je suis pas certaine, là, je me souviens plus si c'est l'expérience de Milgram ou si le mimétisme en psychologie qu'on parle, justement, c'est que les gens, quand ils voient une foule agir toujours qui agissent de la même façon, comme ils veulent pas être à l'extérieur du groupe, même si c'est pas dans leur valeur, ils vont aller, ils vont suivre le groupe. Ben, il y a Milgram, entre autres, qui démontre ça. Hein? Mais même là, c'est que ça va plus loin que ça, au sens où, surtout à cette époque-là, peut-être un peu moins maintenant, mais si tu veux pas suivre le groupe, c'est pas juste que tu vas te faire pointer du doigt comme t'es un bizarre. Tu pourras pas manger, tu pourras pas te nourrir. Parce qu'on te fait accroire ça. C'est parce que vu que le système fonctionne de cette façon-là, toi, si tu joues pas, mettons que tu veux te lancer en business, mais tu veux le faire de façon humaine, si tu joues pas le jeu de la business un peu impitoyable, surtout si c'est dans un marché impitoyable, ben tu vas te faire sortir dehors. Donc, soit tu joues la game dure, soit tu te fais sortir du marché. Donc, il y a vraiment comme une espèce de sélection où c'est que tu te fais punir si tu suis pas la logique. C'est ça. Puis ça revient un peu à, je sais pas si vous connaissez Des souris et des hommes de Steinbeck. Ben, il a écrit un livre qui s'appelle Les raisins de la colère, puis il y a un passage que j'adore là-dedans. Parce que le contexte, c'est que il y a des fermiers en Californie qui se font prendre leur terre par la banque. Parce qu'ils s'étaient hypothéqués auprès de la banque. Puis là, il y a une crise, puis là, ils peuvent plus vendre, ils sont en train de faire faillite, puis là, la banque, elle arrive, puis elle rachète toutes les terres. Puis là, ils disent, ça n'a pas d'allure, ça fait des générations qu'on est là, vous venez prendre nos terres, puis ils disent ça aux employés de la banque. Puis les employés de la banque sont comme, on s'excuse, mais ils disent, c'est pas nous qui faisons ça, c'est la banque. Puis ils disent, dans la banque, tous les gens sont pas d'accord avec ce que la banque fait, mais la banque le fait quand même. Puis il y a personne qui est d'accord avec ça. On trouve tout que ça n'a pas d'allure. Mais s'il y en a un qui parle, il va se faire saprer dehors, puis il va se faire remplacer par un autre, puis ils finissent par dire c'est pas nous, c'est la banque, puis la banque c'est un monstre. En fait. Et ça illustre exactement c'est quoi un système autoréférentiel. C'est que s'il finit par fonctionner pour sa propre logique, qui est toujours une espèce d'expansion froide. Et les gens à l'intérieur, ils peuvent être d'accord, ils peuvent pas être d'accord, à la limite, ça n'a pas d'importance. Puis s'ils font pas la job, ils vont être remplacés par quelqu'un d'autre qui, lui, va être d'accord.
Donc, tu as vraiment... Steinbeck, évidemment, parle pas de système autoréférentiel, mais c'est exactement ce à quoi il fait référence. Puis pourquoi l'humain a si peur, justement, de dire, hey, OK, là, à un moment donné, c'est assez. C'est pourquoi il a si peur, justement, ben, regarde, je vais me faire mettre dehors, puis je trouverai d'autres choses. Je ferai autre chose, où est-ce que, quand on a commencé tantôt en disant, est-ce qu'on est patriotique? Moi, je me pose la question, personnellement, si on l'est, parce que au final, notre société aujourd'hui, elle accepte ce qui est là. Moi, tantôt, je discutais, j'ai fait le parallèle, on regardait les matchs de hockey dans les dernières semaines, combien les gens à Montréal se rassemblaient. C'était fou. Mais pourquoi? Pour des causes sociales. Exactement. On n'est pas capable de en même temps, c'est un bon, c'est vrai, là, effectivement, mais c'est un bon exemple parce que le Canadien, c'est comme un des rares... c'est un gros système. C'est un gros système, mais c'est un des rares organisations que c'est plus que transactionnel. Oui, c'est une business. Ils vendent des billets, puis ils vendent de la pub, puis là, nous, en échange, on a comme un spectacle. Mais dans ce spectacle-là, on concentre plus que de la transaction. Alors que si je vais acheter des souliers chez Rona, ça par rapport, ils vendent pas des souliers. Si j'achète des souliers chez Rona, je suis pas comme « Rona, ouais! » Puis là, genre, je prends l'autographe si tu t'appelles Mike. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai connecté Rona. Tu vois, la pub, ça marche avec le Canadien. Mais tu sais, il y a pas ça vient pas rien me faire, moi, d'acheter un produit de Microsoft. Ça crée pas une émotion. Alors que le Canadien, c'est une rare business qui implique d'autres choses que juste une transaction économique. Dans le sens que tu achètes un billet, tu as le droit à ton spectacle, mais en plus, c'est que tu peux t'engager, puis les gens ont besoin de s'engager. Puis c'est pour ça que, dans le fond, les gens s'engagent là-dedans. Parce que moi-même, je suis un fan du Canadien. Je suis là aussi la preuve qu'on peut triper sur le Canadien tout en voulant changer le monde. Là. À l'époque, il disait « engagez-vous ». Oui, dans Astérix aussi. C'est vrai, dans la Légion romaine. Dans la Légion romaine. Mais justement, comme Manon elle disait, comment on peut faire en sorte que les gens aient envie de s'engager dans des causes un peu plus sociales, puis qu'au final, que ça soit pour l'avenir de tout le monde. Parce que si les gens restent assis chez eux, excusez, je veux pas offenser personne à regarder Stats ou whatever. Stats, c'est très bon. J'ai aucune idée. Honnêtement, je de l'amour, même. Je regarde pas. Mais que justement, qu'ils veuillent s'engager à dire, non, regarde, au lieu de me laisser distraire par la télévision ce soir, mais je vais m'engager à faire quelque chose d'autre. Comme je disais, c'est que c'est immensément difficile. On a l'impression d'avoir un mur devant nous. Puis quand on regarde même les tentatives de changer quelque chose, même avec énormément d'efforts, ça n'a pas donné grand-chose. En plus, c'est pas tout le monde qui s'entend sur quoi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut changer. Si tu te mets à dire, hey, faut changer le monde, les gens sont d'accord, mais après ça, quand tu vas dans les détails de la conversation, tu te rends compte que la personne avec qui tu parles, elle avait l'air d'accord avec toi, mais ça se peut très bien qu'elle dise, non, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de proposer. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai fait partie à une certaine époque de la fameuse grève étudiante. Oui, il y en les a carrés rouges. Les carrés rouges. Même si on est d'accord ou pas, ce qui est important de retenir de tout ça, c'est que on a tout fait, y compris des choses plutôt illégales, pour essayer de faire changer d'avis le gouvernement. Ça a duré 6 mois. On a bloqué Montréal pendant 6 mois, puis le gouvernement a quand même pas changé. Fait que c'est... Tu sais, changer le système, c'est vraiment... C'est quoi, ça prend un coup d'État? On prend le gouvernement pour le mettre dans une poubelle? Qui va le faire? Puis de toute façon, souvent, quand tu as un coup d'État comme ça, ceux qui le remplacent, ils disent qu'ils vont être meilleurs, puis à la fin, ils sont pas vraiment meilleurs. Moi, je pense que c'est plus important de créer des espaces plus petits où on fonctionne pas comme ça, de diffuser aussi l'information, de se rappeler, hey, le monde dans lequel on vit, c'est pas nécessairement naturel, c'est pas nécessairement normal comment ça fonctionne. C'est pas nécessairement normal que tu aies besoin d'attendre 6 mois pour une opération urgente,
pendant qu'on met, je pense que c'est 1 milliard par semaine, si c'est pas 1,5 milliard de dollars dans le système de santé, puis que ça donne des résultats vraiment mauvais. Mais évidemment, on peut demander de changer, sauf que, tu sais, c'est très, tu dis, j'ai comme une idée qui me vient en tête, mais tu dis, il donne 1 milliard. Mais là, 1 milliard, il vient le chercher sur nos taxes, sur nos impôts. Fait que si on arrête tout de faire nos impôts, il arrive quoi? Ben, ce serait très mauvais pour le système, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de partir, parce qu'on a souvent l'impression, hey, si on fait tout ça, ouais. Mais après le faire, oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va embarquer, mais ça marcherait. Parce que si tu le faisais assez massivement, ouais. Mais il faudrait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes qui embarquent là-dedans, puis ils prendraient tous un risque. Parce que, je veux dire, si tu payes pas tes impôts, normalement, tu te fais punir. Si on est assez nombreux pour pas le faire, puis de toute façon, moi, je veux pas... mais tu sais, non, je sais, mais là, c'est moi qui dis ça. C'est mon boss va me chicaner. Je n'encourage pas personne à faire ça. Non, on l'a bien dit. Il faut écouter avec discernement. Tu sais, dans le sens que si, justement, il y a des milliers de personnes qui arrêtent, ils font face à un mur, ils pourront pas punir 1 million de personnes. Non, effectivement, à partir d'un certain moment où on est assez long. Mais en même temps, là, ce qui va arriver, c'est que l'État aura plus de financement. Il va pouvoir encore moins bien financer le système de santé. Puis là, les gens vont, plutôt que d'attendre 6 mois, ils vont attendre 1 an et demi, 2 ans. Fait que, c'est difficile. Je sais qu'on veut à la limite. Chercher une façon de changer le système, mais il y a des moments où ça change, mais c'est pas parce qu'il y a une gang qui s'est dit hey, on fait tel plan puis là ça arrive. Habituellement, c'est comme il y a des rythmes à la société, puis il y a un moment donné où est-ce qu'il y a comme un plus d'insatisfaction. Moi, je pense qu'on entre dans un cycle où les gens sont de moins en moins contents du système dans lequel ils vivent, qui demandent quelque chose de différent. Mais après ça, on peut souvent offrir de la fausse différence pour revenir exactement à la même chose. Mais je pense qu'il y a des cycles. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire « Moi, j'ai la bonne idée, on fait ça, puis ça va fonctionner. » Il y a vraiment des vagues à ça. Puis quand tu es dans une vague où il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis tu peux essayer, tu peux avoir plein de bonnes idées. Puis « Hey, on fait ci, on fait ça. » Puis ça mène pas à grand-chose. Mais cela dit, par contre, il y a des moments où il y a des choses qui se passent. Il y a des moments où il y a un momentum, puis ça s'oriente vers un changement, puis des fois, le système va essayer de récupérer cette volonté de changement-là, mais ça va pas nécessairement bien fonctionner. Moi, j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va entrer dans un cycle où changer les choses va être plus facile. Puis, tu sais, il y a, je pense que c'est Lénine qui a dit, il y a des décennies où il y a rien qui se passe, puis il y a des semaines où il y a des décennies qui se passent. Donc, le temps peut s'accélérer des fois, puis faut juste pas perdre espoir, mais faut pas non plus avoir l'impression qu'avec la force de la volonté puis une bonne idée, on va changer le monde. Souvent... Mais si, mettons, on y va pas à grande échelle, mais qu'on y va à petite échelle, individuellement, chacun... si on voudrait de nous-mêmes se sortir des systèmes, ce serait possible probablement de faire quelque chose collectivement. C'est-à-dire, tu veux dire... c'est-à-dire que, comme tu dis, si la personne qui se trouve une business, elle n'a pas absolument le goût d'avoir plus, puis que chacun est capable de s'entraider, puis qu'il y a des collectivités. Lui, il est menuisier, lui, il est mécanicien, lui, il sait, puis à un moment donné, ça devient un village où est-ce que les gens vont s'entraider. Là, le système en a de moins de besoin. En fait, ce que je veux dire, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire que une des meilleures façons de résister à ça puis de rendre sa vie aussi plus agréable, c'est juste, comme je disais, de créer des espaces, effectivement, où ces règles-là sont moins prenantes. Donc, ça peut être juste de, effectivement, aller voir des petites business plutôt que des gros monstres. Tu sais, aller à l'épicerie du coin plutôt qu'un gros métro. Ça peut être d'aller au petit resto plutôt qu'au McDonald's ou à la grosse franchise. Ouais. Puis, dans le fond, c'est toujours d'essayer de ramener, c'est pas il devrait pas avoir d'économie ou il devrait pas avoir d'argent. C'est juste de le ramener à ce que je disais tout à l'heure à Aristote, qui dit, l'économie, c'est correct, l'argent, c'est correct, mais il faut que ça serve un genre de bien-être collectif
un peu local. Si plus tu transactionnes avec des grosses organisations, des fois on n'a pas le choix là, mais plus tu t'éloignes un peu de l'humain. En fait, puis dans ce cas-ci, tu t'éloignes de l'humain parce que tu es dans des systèmes qui fonctionnent pas selon des principes humains. De plus en plus tu vas haut. Ils peuvent avoir l'air de fonctionner, ils peuvent te le faire avec un sourire puis un petit arc-en-ciel, mais la réalité, c'est que c'est une grosse business qui veut juste plus de contrôle, plus de parts de marché. Fait que plus tu t'éloignes de ça, plus tu vas dans petit, dans local, tu sais, ça revient dans le fond à dire pourquoi on encourage souvent les gens d'acheter local, d'aller voir le petit commerce, etc. Mais c'est parce qu'on échappe à les principes des systèmes, des grands systèmes autoréférentiels. Puis ça permet d'avoir des espaces où on peut faire de l'économie d'une autre façon, avec une autre logique. Et donc, ça permet de garder ça en vie. Parce que le pire que tu peux faire, c'est de te soumettre à tous ces systèmes-là, à faire juste affaire avec des gros monstres. Il y aura plus d'espace pour les petits. Puis là, c'est pas juste qu'on va perdre des petits joueurs locaux, c'est qu'on va perdre une façon de penser l'économie qui est humaine, puis qui va tout va se faire aspirer par les gros monstres. Est-ce que tu penses, puis là, c'est opinion personnelle, là, on n'y va pas dans les faits, est-ce que le peuple québécois est capable? Historiquement, si on regarde, là, admettons, notre histoire, je reviens à mon patriotisme. Est-ce qu'on peut acheter local? Est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce qu'on peut s'encourager? Théoriquement, oui. Tu sais, il y a même eu une espèce de vague, suite au tarif de Trump, une espèce de vague d'acheter local. Mais en même temps, c'était piloté par le haut. Fait que c'était pas vraiment un acheter local qui vient des gens. C'était comme le gouvernement qui dit « Hey, achète local ». Mais ça, c'est pas... on est encore dans ce système autoréférentiel à ce moment-là. Est-ce que le peuple québécois... Je pense que les êtres humains sont capables du pire et du meilleur, puis tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va en politique là, faire des prédictions sur qu'est-ce qu'on est capable, qu'est-ce qui peut arriver, c'est toujours difficile. Tu peux très bien dire hey, cette société-là est morte, il n'y a plus rien qui se passe, c'est fini, puis 6 mois plus tard, il y a quelque chose qui explose. Comme tu pourrais dire, hey, wow, ils vont se réveiller, les gens vont se réveiller, puis finalement, t'attends 2 ans, puis il n'y a jamais rien qui se passe. Ici, c'était historiquement la Révolution tranquille. Est-ce qu'on pourrait refaire une Révolution tranquille? Parce que la Révolution tranquille, c'est un truc qu'il n'y a pas grand monde qui a prévu. Puis qu'au final, ça s'est déroulé, puis ça a changé complètement la société, pour le mieux, mais pas tout le temps, nécessairement, mais ça a changé la société, ça c'est clair. Fait qu'est-ce que le changement est possible? Oui, mais le pas de changement est aussi possible. Donc, on peut rester quand même positif. Si, mettons, on finit sur une note un peu plus positive, on se dit que oui, c'est possible. Il faut juste, au quotidien, appliquer, en fait, un peu ce qu'on sait maintenant sur les systèmes, puis comment on peut changer la donne en sachant ça. En fait, je dirais que le savoir, c'est la plus belle richesse, parce qu'après ça, tu sais. Ça commence par, effectivement, comprendre de quoi il s'agit. Parce que, comme je disais au début, tout le monde a une impression de c'est quoi le système, mais ça aide d'avoir une idée plus concrète pour savoir, OK, c'est avec quoi je suis en train de dealer, pourquoi je préfère aller chez le petit commerçant plutôt qu'au Tim Hortons, pourquoi telle et telle chose, c'est des conduites sociales, ça me ressemble pas, ça fait comme un peu inhumain. Fait que, tu sais, ça peut commencer par ça, ensuite créer des petits espaces, puis ensuite, évidemment, de ces petits espaces-là, il peut surgir un peu n'importe quoi. Donc oui, c'est tout à fait possible, mais c'est souvent, comme je disais, c'est que ça va avoir son propre rythme. Puis son propre rythme, ça va être beaucoup plus lent, mais aussi beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser. Fait qu'on n'est jamais à court de surprise. En politique, là, la pire des choses, c'est de dire je le sais qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 an. Ça, c'est impossible. Tu sais jamais, tu vas être sûr. Donc, encourager le café colombien ici, c'est une bonne façon d'encourager local. Encourager quelqu'un, justement, qui est local, qui est plus petit et qui a besoin de nous. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Merci, c'est vraiment très apprécié. Merci. On va compléter avec... là, on va s'en aller dans des fous rires, dans des trucs qu'on sait pas. Chaque fois, c'est une belle surprise, les petites questions de l'unique question. Sauf que tu sois prête à tout.
Oh my God, mon animal totem après une soirée bien arrosée, ce serait quoi? Je le sais déjà, c'est quoi? Ah! J'y ai déjà pensé. Je connais pas le nom en français, mais en anglais, ils appellent ça une mantis shrimp. Je sais pas si tu connais. Crevette? Ouais, mais c'est Non. pas, ils appellent ça mais c'est pas une crevette, c'est une espèce de gros crustacé multicolore, plein de couleurs. C'est écœuramment beau. Puis, Bien arrosé seulement la soirée? Ou? bien arrosé, exactement. Moi, j'ai toujours aimé cet animal-là. Puis ils ont une espèce de vision. Ils ont 2 yeux, mais ils ont 6 pupilles. Ils ont 3 pupilles par œil. C'est quelque chose. Ben quand même. voyons, ça existe pour vrai, Ça existe pour vrai. Allez voir, c'est malade. Mantis shrimp. Puis c'est super beau. Ça ressemble à un hippie ultra coloré, mais en réalité, c'est super agressif. Ça. OK, mais attends, là, je pense qu'on va aller pourquoi? Cet animal totem-là, c'est quoi la signification? L'alcool, ça m'active un petit peu. Je vais pas me battre d'un bar nécessairement, mais ces affaires-là, c'est une espèce de punch. Ça punch ça arrive à côté d'un crabe, puis ça donne des coups de poing, puis ça punch quelque chose comme 5 fois la vitesse du son sous l'eau. On a un, là. Ouais, voilà. Oh, oui, pas de doute, je le vois d'ici. Fait que j'ai décidé que mon animal totem... Que c'était ça, wow! Ouais, c'est magnifique. Hey. Il y a la période de questions aussi. Oui, hey, on va dire un gros merci au public, un gros merci encore une fois au Café Colombien. Donc, on vous invite, le public, avec nous, à poser vos questions. Vous voulez en savoir plus sur la politique, sur les systèmes, l'économie, ben, la parole est à vous. Merci tout le monde. Merci.